Bonsoir, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Ce numéro 12 de la série Entendu à Budapest est consacré à un propos relevé dans un podcast diffusé, probablement enregistré aujourd'hui, par l'analyste hongrois Georg Spötle, déjà présenté dans un numéro antérieur, répondant, comme c'est le plus souvent le cas, aux questions de Tamás Király pour un podcast de la chaîne YouTube Ultrahang. Alors, bref rappel du contexte pour ceux qui visionneraient par exemple cette vidéo longtemps après. Dans l'attente de plus en plus messianique d'une contre-offensive ukrainienne ou peut-être d'une grande offensive russe, pour l'instant, les deux parties en présence se livrent visiblement une guerre psychologique, consistant notamment à essayer de bombarder le plus loin possible à l'arrière des lignes de front, des objectifs a priori militaires, mais en tout cas surtout symboliques, avec finalement un minimum de moyens, beaucoup de drones, même si on suppose, notamment chez les analystes plus favorables à la Russie, que la DCA, donc la neutralisation partielle ou totale, plus ou moins réussie de ces attaques de drones, doit a priori coûter aux côtés ukrainiens beaucoup en matériel d'interception, puisque ce seraient des missiles relativement chers qui seraient employés donc pour intercepter ces drones qui pour beaucoup sont en fait relèvent d'une technologie très bon marché. Dans ce contexte, ce qui incite particulièrement à interpréter ces opérations comme des opérations de guerre psychologique plutôt que cinétiques, c'est le fait que les deux parties, en parallèle, font des propositions de plans de paix qu'elles savent a priori inacceptables du point de vue de l'autre partie, mais le simple fait que ces propositions soient faites pourrait indiquer qu'il y a déjà une sorte de préparation à d'éventuelles négociations. Répondant aux questions de Tamás Király, Georg Spötle rappelle donc les exigences formulées d'une part par Kiev, d'autre part par Moscou, constate que pour l'instant elles sont bien sûr totalement incompatibles. Les deux parties présentent encore des versions relativement maximalistes de leurs exigences, disons, historiques, appelons comme ça la liste des exigences qui ont jusqu'à présent été formulées souvent les unes après les autres. La liste n'est généralement pas restée stable par les deux parties. Et commentant cette liste, plus exactement la liste russe, les exigences russes ou les conditions contenues par la proposition de paix russe, Georg Spötle aborde plus précisément le chapitre de ce que la Russie déclare pour l'instant, donc avant même le début d'éventuelles négociations, mais déclare en tout cas pouvoir trouver acceptable ou totalement inacceptable ou peut-être négociable du point de vue des relations externes de l'Ukraine après pacification. Or, du point de vue de Georg Spötle, l'intégration de l'Ukraine ou de ce qui restera de l'Ukraine à l'OTAN serait, du moins pour l'instant, du moins au vu des exigences actuelles, des propositions actuelles de la Russie, une ligne rouge serait totalement inacceptable pour Moscou. Est-ce que c'est vraiment le cas, sachant que ça fait quand même partie du scénario envisagé par Kissinger. Je mettrai en lien des contenus sur les déclarations récentes de Kissinger à ce propos. Ce n'est pas mon propos ici et aujourd'hui. Je ne veux pas commenter, critiquer, disons, les perceptions de Georg Spötle. Il est plus important pour l'instant de simplement les relayer, de les faire connaître au public francophone. Parce que qu'il ait raison ou qu'il ait tort, concernant, disons, le caractère inébranlable de cette exigence, ou plutôt de ce refus russe concernant une éventuelle intégration de l'Ukraine à l'OTAN,
Ce qu'il est très intéressant de noter, c'est en fait pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est que ce même Georg Spöttler considère en revanche qu'à terme, une éventuelle intégration de l'Ukraine ou de ce qui en reste à l'Union européenne, elle, finirait par être acceptée dans le cadre de négociations, d'un donnant-donnant évidemment, mais finirait par être acceptée par la Russie. Alors ça, c'est un point de vue qui n'est pas particulièrement surprenant dans le contexte hongrois, pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans d'autres podcasts, et là aussi je mettrai probablement un lien en description, je pense quand je commentais le discours de György Nógrádi, probablement d'ailleurs à propos des déclarations de Macron retour de Chine. En effet, par rapport aux Français, et notamment à la droite française, on peut dire que les Hongrois du camp gouvernemental, la droite hongroise, a vis-à-vis de l'Union européenne une attitude, tout ce qu'il y a de plus pragmatique, très peu idéologique, et pour cause, s'il fallait tout décider et s'il fallait vivre de façon exclusivement idéologique, ce qui n'est d'ailleurs pas tellement dans le style des Hongrois, évidemment l'Union européenne serait quelque chose de tout à fait inacceptable. Idéologiquement, la Hongrie du Fidesz n'aime pas l'Union européenne, soit l'Union européenne en général, soit en tout cas la forme qu'elle a actuellement prise, mais qui semble difficilement réformable. Et Georg Spöttler le dit d'ailleurs dans ce podcast ici relayé. Simplement, justement, l'attitude des Hongrois en la matière est très peu idéologique, elle est au contraire extrêmement pragmatique. Il y a une constatation, même souvent tacite, il y a une conscience de l'état de dépendance qui est celui de la Hongrie, petit pays, militairement pratiquement inexistant, économiquement assez faible, vis-à-vis du bloc euro-atlantique et avant tout, notamment d'un point de vue économique, vis-à-vis de l'Union européenne et de son cœur et centre de gravité, surtout depuis le Brexit, qui est l'Allemagne. Dans le contexte hongrois, donc, ce propos n'est pas particulièrement surprenant, mais il le devient d'un point de vue français. Pourquoi ? Parce que notamment en ce moment, donc dans le contexte, disons, de cette guerre par procuration que se livre entre guillemets pro-russes et pro-ukrainiens au sein des opinions occidentales et même au sein des droites occidentales, il s'est formé une situation que je trouve légèrement paradoxale, dans laquelle, en France du moins, ce sont avant tout les souverainistes, ce sont les éléments les plus hostiles à l'Union européenne, dont je fais d'ailleurs partie, je le précise au passage, qui ont tendance en même temps à reprendre de la manière la moins critique la propagande de guerre russe, donc non seulement être pro-russe, ça, dans les traditions du nationalisme français, je trouve que c'est finalement normal, légitime, du point de vue de la droite française, mais disons, à faire sien, souvent sans aucune critique, disons une sorte de doxa pro-Poutine, diffusée d'ailleurs plutôt à l'étranger qu'en Russie, par le Kremlin. Or, dans cette partie donc souverainiste pro-russe de l'opinion française, cette contradiction interne amène très souvent, et j'ai déjà eu en public aussi bien qu'en privé des débats assez agités sur cette question, cette contradiction amène à totalement occulter la réalité des rapports là aussi extrêmement pragmatiques qui sont ceux du régime de Vladimir Poutine avec l'Union européenne. Pour simplifier un peu le constat, disons qu'il existe en France une droite souverainiste qui aimerait croire que Vladimir Poutine ou le Kremlin ou le camp eurasien, appelons ça comme on veut, est hostile à l'Union européenne et cherche par conséquent à provoquer ou du moins hâter
l'éclatement de l'Union européenne, à neutraliser géopolitiquement, politiquement l'Union européenne. Bon, il se trouve que ce n'est pas le cas. Hein. On a commencé à avoir des déclarations vaguement critiques, produisant, on va dire, un minimum syndical de critique de l'Union européenne très récemment, en réalité, en réponse à cette politique de sanctions dont la cheville ouvrière a justement été l'Union européenne. C'est donc face à une hostilité déjà déclarée, à une quasi-guerre économique déclarée par l'Union européenne, que les autorités russes, donc le régime de Vladimir Poutine, a fini, au bout de plus de 20 ans, par tenir des propos vaguement hostiles vis-à-vis de l'Union européenne et qui font en tout état de cause preuve d'une retenue qui, moi, me laisse penser qu'ils sont tout à fait rétractables. Hein. Donc ce sont des positions qui, à mon avis, pourraient être amenées à changer à l'avenir. Et en revanche, au cours des 2 décennies qui ont précédé, 2 décennies, c'est pas rien, la constante a au contraire été une totale absence de critique du projet bruxellois par le régime de Vladimir Poutine et une totale absence de soutien au mouvement souverainiste, au mouvement hostile à l'Union européenne ou favorable à la sécession de tel ou tel État-nation européen vis-à-vis des structures de Bruxelles, du côté du Kremlin. Et cette réalité qui en dérange tellement certains qu'ils ont décidé en France de l'ignorer ou de l'oublier, de ne pas la voir, elle n'est pas si surprenante que cela non plus d'un point de vue théorique, doctrinal. Elle est au contraire parfaitement explicable et logique du point de vue de la doctrine qui est celle du pouvoir de Vladimir Poutine, qui est une doctrine mondialiste. Et là, je renvoie aux analyses précieuses dans ce domaine de Pierre Hillard, alors qu'on partage ses présupposés philosophiques, même métaphysiques, etc., ou pas, ça, je laisse à chacun le soin d'en juger. Mais en tout état de cause, Pierre Hillard est aussi et surtout un historien, même un historien académiquement reconnu comme tel, hein, c'est son métier. Et la somme de documents qu'il a réunis dans ce domaine, compilés, commentés, présentés, à mon avis, se passe de commentaires. Or, ces constats de Pierre Hillard d'une part, ou cette opinion que je viens de relayer de Georg Spöttler d'autre part, ne sont l'un et l'autre surprenants, à vrai dire, qu'en France, et je dirais même pour une toute petite partie de l'opinion française, qui vit dans ce qu'il faut bien appeler une illusion collective concernant le régime de Vladimir Poutine. Partout ailleurs en Europe, en tout état de cause, ces constatations n'ont rien de surprenant pour personne. Circuler, il n'y a rien à voir.